Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour Bastien, Bonjour. notre assistant caméraman. Comment allez-vous? Bien, et vous? Aujourd'hui, vous n'allez rien comprendre à la vidéo. Mais bon, le but, c'est justement de vous expliquer. Comme ça, à la fin de la vidéo, vous nous direz si vous avez compris. Vous mettez un petit pouce bleu. Dimanche prochain et dimanche d'après, pas de vidéo, c'est les vacances. Un peu de vacances, ça va pas faire de mal. Et aujourd'hui, on rentre dans le dur, justement. Avant de partir en vacances, on vous fait un truc. Voilà, vous l'avez vu en miniature. Les pires systèmes anti-pollution qu'on a sur nos voitures. Alors, plutôt nos systèmes anti-pollution qu'on a sur notre voiture. D'accord, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais avant de commencer, vous le savez, Bastien. Cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Bravo l'aveugle. Vous le savez, quand vous achetez une voiture, il est très important de vérifier l'historique de la voiture. Et vous allez le voir avec cet exemple-là. Si vous n'aviez pas fait de Car Vertical, vous l'auriez dans l'os. Vous avez devant les yeux un iX35, c'est anciennement le Tucson, Hyundai Tucson. Voiture d'ailleurs très fiable, hein. En 4 roues motrices qui a 81 000 km, qui vaut 14 000 € et qui est de 2014. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On va sur le lien dans la description, d'accord? On clique dessus et on arrive directement sur Car Vertical et on va aller vérifier l'historique. On se retrouve donc sur notre rapport d'historique. Donc on a tout dans le vert sauf les dommages, mais on va quand même aller vérifier le kilométrage, hein, parce que bon, à d'autres, Bastien, on a l'habitude maintenant. On a l'habitude. Attendez, c'est une vraie annonce évidemment, hein, bien sûr. Alors déjà, en 2015, on a un petit kilométrage, elle avait 89 000 km. Combien je vous ai dit qu'elle avait de kilomètres tout à l'heure? 81 000. Alors sauf si elle avait été arrêtée pendant tout ce temps-là, c'est-à-dire 8 ans, ce qui me paraît un peu probable, je pense qu'il manque quand même, à mon avis, sur un véhicule diesel comme ça, il manque au moins 150 000 km. Et on va quand même continuer. On a juste un petit dommage de 100 €, bon ça c'est que dalle. C'est peut-être que dalle, ce petit kilométrage, mais c'est ce qui nous a permis en 2015 d'avoir le kilométrage. Sans ça, on n'aurait pas de kilométrage. Donc vous voyez, quand vous achetez une voiture, quand vous revendez votre voiture, il est extrêmement important de faire un Car Vertical. En description, code promo, allez-y, c'est sans souci. Bon, rentrons dans le dur. Dans le dur de cette vidéo, vous l'avez vu là, regardez. Là, on a un petit peu tout ce qui se fait de système anti-pollution. Filtre à particules, AdBlue, produit nettoyant pour le filtre à particules, mais on va en reparler évidemment. Et le petit, tout petit catalyseur tout mignon. Il est là, il est tout mignon. Catalyseur, pas trop de problème en général, mais de toute façon, on va en parler dans cette vidéo. C'est un peu ce qui est arrivé de pire sur nos véhicules, c'est combien? Allez, 20 dernières années, c'est les systèmes anti-pollution. Hein. Évidemment, quand on a ce petit message qui s'écrit sur le tableau de bord avec marqué « Système anti-pollution défaillant », dès qu'il y a ce voyant qui s'allume, on est en PLS. Parce qu'on se dit « ça y est, c'est parti, ça va me coûter un bras et surtout, je vais laisser ma voiture au garage pendant 6 mois. » Parce qu'en plus, c'est souvent très compliqué à trouver exactement d'où vient le problème. Je peux vous dire que je sais de quoi je parle, parce que c'est des problèmes de FAP, de vanne EGR. Il y en a eu une dernièrement sur l'Opel Corsa qui est resté 1 mois ici. Quel enfer! Je l'avais donné à mon beau-père, voilà, pour être sympa. Tu vois, je donne l'Opel Corsa. Tiens, tu parles. 3 semaines après, paf, vanne EGR. Enfin bon, une complication comme on les aime avec tous ces systèmes anti-pollution. Donc aujourd'hui, on va parler du filtre à particules, du catalyseur, de la vanne EGR et de l'AdBlue. Filtre à particules sur diesel et sur essence. Parce que maintenant, vous le savez, il y en a sur les essences. Ils en foutent partout. Ils en foutent partout. C'est comme ça. Et bien sûr, on vous donnera également quelques petits conseils. Forcément, on est aussi là pour ça. Pour éviter d'avoir des problèmes. Ça n'évitera pas tous les problèmes, mais ça va vous aider. Vous voulez des conseils, Bastien? Oui. Comme ceux qui sont derrière leur écran. Ils veulent des conseils. Ceci est un conseil. On en reparlera tout à l'heure. Et on commence avec le catalyseur que vous connaissez tous. Il est là. Le petit catalyseur, il est là-dedans. Ouh, il est tout mignon le catalyseur. Sûrement l'un des premiers systèmes anti-pollution de l'histoire de l'automobile, d'accord? Le début de la merde, le début des problèmes. Donc le pot catalytique ou catalyseur est apparu pour la première fois sur nos voitures de série en 1975 aux États-Unis et en 1980 en Europe. On dit toujours les États-Unis, la pollution, on s'en fout, sauf que vous allez voir que tous les systèmes anti-pollution, ils ont été créés là-bas. Ah! Eh oui! Et oui les écolos, il ne faut pas se faire des amis. Le but évidemment étant de réduire les émissions de substances nocives, d'accord? Éviter de mourir. Dans l'idée c'est pas mal, hein? C'est quand même pas mal. Ici le principe est de faire passer les gaz d'échappement à travers une sorte de filtre, d'accord, en forme de nid d'abeille. Le filtre est constitué de matériaux précieux tels que le palladium, le rhodium et le platine. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a parmi vous d'ailleurs qui ont dû déjà se faire voler leur pot catalytique ou leur FAP aussi. Parce que voilà, comme c'est des produits très rares, ça coûte de l'argent. Et en général, par exemple dans les casses automobiles, une fois qu'on les a démontés, ils ne restent pas dehors. Je peux vous dire qu'ils sont rangés
fermé à double tour, évidemment. On va passer aux explications. Donc en passant à travers ces alvéoles, d'accord, les gaz, par réaction chimique, se transforment en d'autres substances beaucoup moins nocives pour nous. C'est ce que je vous ai dit, c'est quand même si c'est chiant, quand même utile. On peut pas, voilà, avec le nombre de voitures qu'il y a dans le monde, sur notre belle planète, bah voilà, elle a besoin d'arrêter de bouffer des saloperies, et puis nous, encore plus. Le monoxyde de carbone, par exemple, est transformé en dioxyde de carbone, les oxydes d'azote en dioxyde de carbone et en diazote, et les hydrocarbures en eau et en dioxyde de carbone. Donc en gros, ça fait tout disparaître en produits moins nocifs. C'est une réaction chimique, c'est pas plus compliqué que ça. Enfin si, c'est très compliqué, mais c'est une réaction chimique. Figurez-vous que le dioxyde de carbone n'est pas dangereux pour l'homme. Alors il n'est pas dangereux pour nous, mais évidemment il est extrêmement dangereux pour la planète. C'est ce qui contribue au gaz à effet de serre. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler de ça, le gaz à effet de serre. On entend parler du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, de la sécheresse dans tous les sens. Alors qu'il pleut depuis tout le mois de juillet, il fait que pleuvoir, ce matin il faisait encore 13 degrés. Avec Bastien, on roule à l'éthanol, bah ça démarre pas à 13 degrés. La Saxo en PLS le matin. C'est tout simplement ce qu'on appelle donc la catalyse. Catalyseur. Si vous voulez plus de détails évidemment sur le phénomène chimique en lui-même, vous allez sur YouTube, sur Google. Google est votre ami pour ça, même si bon, on est là quand même pour vous expliquer. On vous mettra des petites vidéos sympathiques. Comme le FAP, qu'on va parler juste après, le catalyseur ne fonctionne qu'à une certaine température, environ 400 degrés. On estime donc que lors des 3 premiers kilomètres, le catalyseur est totalement inefficace. C'est pour ça que vous l'avez peut-être déjà vu, sur les voitures récentes, à partir des années 2010, on a rajouté un pré-catalyseur qui est juste en sortie de collecteur d'échappement. Ce qui permet évidemment au pré-catalyseur de filtrer déjà une partie des gaz d'échappement nocifs très vite, parce que du coup il sera chaud très vite, vu qu'il est en sortie de moteur. Plutôt que celui-ci qui est vraiment plus loin du moteur, voyez-vous ? Un magnifique échappement de qualité artisanale. Les inconvénients du catalyseur sont multiples. Tout d'abord, c'est une pièce très chère. Hein, ça, je vous l'ai dit parce qu'elle contient des métaux précieux et rares. D'accord ? Et le catalyseur n'est pas vraiment éternel, même s'il dure quand même relativement longtemps. Et finalement, on n'a réellement pas tant de problèmes que ça avec un catalyseur, sauf quand le moteur est complètement déréglé. Ce qui fait que du coup, le catalyseur se bouche. Il y a tellement de crasse que du coup, il ne peut plus le nettoyer à l'intérieur, il se bouche, et forcément, quand le moteur ne peut plus cracher sa fumée, il est malheureux. Et en général, c'est pas bon du tout pour le moteur. Et du coup, la facture risque d'être un petit peu salée quand il faut le changer, parce que ça coûte un petit peu cher. Suivant les modèles, c'est toujours pareil. L'autre inconvénient est qu'il fait perdre quelques chevaux et augmentera légèrement la consommation en carburant. Bon, c'est pas grand-chose, on parle de 4 à 5 chevaux et quelques centilitres de carburant économisé. Mais vous le savez, il y a certaines voitures dont, par exemple, la plus connue, la 205 GTI, les premières versions, si je ne dis pas de bêtises, n'avaient pas de catalyseur, et celles d'après avaient un catalyseur et on perdait 3 ou 4 chevaux. C'est pas grand-chose, mais c'est vrai que pour les puristes, 3 ou 4 chevaux, c'est toujours 3 ou 4 chevaux. Pour éviter les problèmes de catalyseur, essayez de faire des trajets assez longs de temps en temps. Surtout avec un diesel, vous l'aurez compris. Ça, je vous le dis, diesel, Bastien, c'est fait pour rouler. C'est bien, Bastien. Respectez bien les préconisations constructeurs en termes d'entretien et d'huile moteur, d'accord ? Et si malgré tout ça, malgré toute votre bonne volonté, le catalyseur vient à rendre l'âme, c'est rendre l'âme. N'attendez surtout pas avant de le changer, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous laissez se boucher, du coup les sorties d'échappement, forcément, les sorties de gaz, ils ne vont pas pouvoir sortir du moteur, et c'est pas bon du tout pour le moteur. Vous pouvez aussi essayer des produits nettoyants spécifiques. En général, les produits comme celui-ci, on va en reparler juste après, ce sont des produits, qu'il faut utiliser avant d'avoir des problèmes. Quand le problème est là, très souvent, c'est mort. C'est mort, d'accord ? C'est du préventif, ça. Et pour ceux qui cherchent la performance, il existe aussi des catalyseurs sport qui laissent un petit peu plus facilement passer les gaz d'échappement tout en maintenant le taux de CO2, le taux de pollution aux normes. Et maintenant, on parle de notre ami, de notre cher et tendre qui n'a jamais eu de problème avec ce putain de filtre à particules. Regardez-moi ce truc. Filtre à particules, donc vous avez les alvéoles dedans, on vous fera des petits plans. Tout ce qui est capteur de pression, il y en a partout. Comment tu veux que ça tombe pas en panne, ce truc-là ? Quel enfer ! Quel enfer ! Vraiment, hein, je vous le dis, c'est un enfer, le filtre à particules. Alors, le filtre à particules est apparu, a été inventé, créé à partir des années 80, suite au deuxième choc pétrolier. Le diesel a pris une part de plus en plus importante sur le marché de l'automobile mondial, jusqu'en 2010. Vous le savez, le diesel considéré comme plus économique, plus écologique, de par sa faible consommation et de par ses faibles rejets de CO2, d'accord ? Par rapport au moteur essence. Le diesel, sur le papier, ça a que des avantages.
Enfin, à l'époque en tout cas. Or, vous le savez, on s'est rendu compte que le diesel avait aussi tendance à émettre des particules fines qui pouvaient déclencher, entre autres, et vraiment, juste des cancers à l'homme. C'est pas grave, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Écoutez, c'est pas très grave. Mercedes-Benz seront les premiers à introduire le filtre à particules sur la classe SW126. Dans le but, toujours, je vous en ai parlé tout à l'heure, de respecter les normes anti-pollution américaines. Cette voiture fut cependant un échec total, et le FAP ne réapparaîtra que 15 ans plus tard en France sur la 607, puis sur tous les autres modèles de chez Peugeot. La marque Olion gagnera même les 24 heures du Mans en 2009 avec la 908 HDI FAP, dotée d'un V12 diesel. Ah mon copain, moi j'ai un V12 HDI, je peux te dire, ça marche du feu de Dieu. T'as un FAP? Bah bien sûr. Je peux te dire que là, le FAP par contre avec 12 cylindres diesel, tu crois qu'il mettait du produit comme ça à la fin de la course? Depuis 2011, le FAP est obligatoire sur tous les moteurs diesel. Donc si vous voulez une voiture sans FAP, vous prenez une voiture qui est en dessous des années 2010. Bastien, vous n'avez pas écouté. Et il est concentré sur sa caméra. On peut pas non plus. Alors son fonctionnement est assez simple, puisqu'il s'agit ni plus ni moins, j'adore cette phrase, qu'un gros filtre qui capte les particules fines. Donc cette phase-là où on filtre les particules fines, c'est donc la phase de filtration. On est d'accord. Vient ensuite la phase de régénération. Vous savez, c'est les crépitements quand on rentre d'aller chercher une voiture avec le Q5 en dessous. D'accord? Donc, qui consiste à brûler ces particules fines en injectant une petite quantité de gasoil imbrûlé dans le FAP. Donc, cette phase est très importante, la phase de régénération, d'accord? Puisqu'elle élimine les couches de particules de suie qui pourraient boucher le FAP. En soi, le FAP est un système très fiable. Sur le papier, comme toujours, hein, d'accord? C'est un filtre. Et voilà, s'il n'y a pas de problème de choc ou de démontage sauvage, normalement, il tient toute la vie sans souci. Sauf chez Peugeot. Je crois que chez Peugeot, au-dessus de 200 000, ça bip, il faut changer le FAP. Son filou chez Peugeot. Mais vous allez me dire, moi j'en ai marre, mon FAP il s'encrasse tout le temps. Bah oui, mais bon, s'il s'encrasse tout le temps, c'est de votre faute. Je ne peux pas te dire mieux, hein. C'est de ta faute, Bastien, si ton filtre à particules il s'encrasse. Alors, c'est de ta faute. C'est souvent de ta faute, souvent la faute des automobilistes, des conducteurs. Parce que je ne fais que le dire. Un diesel, il faut aller sur l'autoroute. Non, pas du tout. Un diesel, c'est fait pour rouler. Mais oui, il faut aller sur l'autoroute. Donc si vous ne roulez pas assez avec votre diesel, bah forcément, c'est le FAP qui en pâtit. La régénération du FAP ne peut se faire que quand le moteur est extrêmement chaud, enfin quand le moteur est chaud, et du coup le FAP après est très chaud, et après une certaine distance parcourue. Fait pas n'importe quand. C'est le calculateur qui décide. Et le problème, c'est que dans les années 2000, surtout, énormément de marques ont commencé à mettre du diesel dans des petites citadines. C3, 107, 207, Twingo. Et forcément, ils ont mis des filtres à particules avec des tout petits moteurs. Et ces voitures-là ont été vendues pourquoi? Pour faire de la ville. Mais non, on ne fait pas de la ville avec des petites voitures diesel, Bastien. Donc forcément, comme ce sont des voitures faites pour faire de la ville, avec des moteurs faits pour faire de la route, complètement incohérents. Et vous allez me dire, comme mon père, pourquoi quand on va acheter une voiture, en tout cas dans ces époques-là, on nous vendait des voitures diesel alors qu'on leur disait qu'on allait faire que de la ville? Parce que nous-mêmes, ça nous faisait plaisir que de mettre du diesel, ça coûtait moins cher. Puis après, l'État a dit, on va baisser le prix du diesel. Après, on a dit, on va baisser le prix de l'essence. L'essence sera en dessous le prix du diesel. Finalement, aujourd'hui, en 2023, le diesel est moins cher que l'essence. Bon, bref, on va pas commencer à parler de ça, mais voilà. Nous sommes toujours les pigeons de notre État. Donc, qui dit véhicule, je l'ai dit, je le répète, qui dit véhicule diesel qui fait de la ville, dit forcément que ça n'a pas le temps de chauffer, ça s'encrasse, c'est une vraie catastrophe. Notamment, par exemple, les 1,4 litre TDI. Sur les Seat Ibiza, je crois, une catastrophe. N'achetez surtout pas ce modèle. Donc du coup, il ne se régénère pas, le filtre à particules, le pauvre petit là, il est tout mignon. Lui, il demande juste à se régénérer, hein, et il dit pas, moi, lui, il veut juste ça. Du coup, à force que la régénération ne se fasse pas, vu qu'on ne roule pas assez, qu'on ne chauffe pas assez, du coup, les particules fines commencent à s'empiler, ça commence à s'encrasser, puis après vous bouchez votre FAP. Et après c'est la merde, parce que une fois qu'il est bouché, alors vous avez peut-être, voilà, des fois, je vous conseille ce produit, d'accord? Il est sur Amazon, je vous mettrai un lien, tiens, sur Amazon. Xenum DPF, il n'y a pas de publicité. Alors si je peux dire que j'en ai acheté, on a fait une vidéo avec, c'était sur quoi? Sur le X3 Facebook. Oui. Sur le X3. Ils nous ont contactés juste après et en fait, ils sont juste à côté de chez nous. Mais genre, ils habitent à 10 km de chez nous. Je l'ai acheté sur Amazon alors qu'ils habitent à 10 km de chez nous. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est imaginable? Oui, la preuve. Ça, vous le mettez. Donc, ce produit-là, dedans, il y a un petit, il n'est pas là, mais il y a un petit bouchon avec un tout petit tuyau.
que vous... Alors, vous pouvez avoir de la chance, c'est que votre voiture a le FAP qui est accessible. Sur les véhicules genre Peugeot, souvent il est devant, d'accord ? Vous avez le FAP devant. Vous démontez un petit capteur, alors sur le dessus, hein, alors admettons que le moteur est là, il faut que votre produit descende, ok ? Donc vous mettez ça dedans, vous laissez 30 minutes, bon il y a la notice, hein, vous vous débrouillerez, je ne vais pas non plus vous expliquer là maintenant. Vous laissez agir pendant 30 minutes, vous faites tourner la voiture pendant 30 minutes, histoire que ça dégage un peu le produit, et après vous allez faire un tour, vous allez voir le nuage de fumée que vous allez sortir. Alors, vous allez me dire, Baptiste, en termes d'antipollution, à quoi ça sert d'avoir un système de filtre à particules qui prend les particules pour mettre du produit, parce qu'il ne marche plus, et dégager toutes ces particules? Alors, moi aussi, je me dis que ce n'est pas très logique, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand vous mettez ce produit, ça vous dégage les sinus de votre voiture. Donc, si vous ne voulez pas utiliser ce produit, d'accord, si vous n'êtes pas encore en PLS, si votre filtre à particules n'est pas encore en PLS, c'est-à-dire qu'il va mettre, par exemple, juste un petit... le petit voyant, filtre à particules, ce que vous pouvez essayer de faire de suite, c'est prendre votre voiture, vous allez sur l'autoroute, vous faites chauffer la voiture jusqu'à ce que la température d'eau soit au maximum, ce qui ne veut pas dire que la température d'huile soit au maximum, mais bon. Quand votre voiture est chaude, vous allez sur l'autoroute, enfin vous y êtes déjà, à la vitesse où vous pouvez, donc c'est-à-dire 110 ou 130, le mieux c'est 130. Surtout, gardez une allure constante et surtout, vous rétrogradez. Genre vous vous mettez en 3e ou en 4e. Vous allez faire un barouf, pas possible, hein. Mais vous faites ça pendant 20 minutes et normalement, si vous êtes vraiment aux prémices du filtre à particules qui n'a pas pu faire sa régénération il n'y a pas longtemps, ça va suffire, ça va le forcer à faire la régénération et du coup, normalement, le voyant va partir. Et le conseil que je peux vous donner, si vous ne voulez pas avoir de problème de FAP, vous achetez une voiture sans FAP, évidemment. Bon, ça commence à être compliqué, mais si c'est le cas et si vous n'avez pas le choix, si vous achetez un diesel, vous roulez. Voilà. C'est 20 000 km par an. Voire 25 000, d'accord ? Et évidemment, ce n'est pas 25 000 km par an de ville, hein, à 3-4 km à chaque fois. Non, là, gros problème. Vous avez aussi la possibilité, mais là, vous allez être dans l'illégalité la plus totale. C'est interdit. Vous avez forcément la possibilité d'enlever votre FAP. Alors, c'est un peu chiant parce qu'il faut supprimer le FAP. La plupart du temps, un coup de disqueuse, on vide ce qu'il y a dedans, on le jette, on ressoude. Évidemment, on met la soudure côté plafond parce que sinon, le contrôleur technique, il va voir qu'il est vide. Vous faites une petite reprogrammation moteur et il vous enlèvera le fait que le FAP existe. Et là, vous n'aurez plus d'emmerdement, forcément. Mais le problème est que c'est illégal. Donc, comme c'est illégal, si jamais un jour vous avez un accident et qu'on se rend compte par le fruit du hasard que vous avez enlevé le FAP, voilà. Le véhicule n'est plus homologué et du coup, vous allez aller en prison. Si vous avez tué des gens. Vous avez déjà tué des gens, Bastien ? Oui, tous les jours. Ah, tous les jours. Vous auriez dit une fois, on aurait pu vous croire. Et là, vous avez dit tous les jours, on n'y croit pas. Sachez que depuis 2016, le FAP est également obligatoire sur les moteurs essence. Mais ne vous en faites pas, il y a beaucoup moins de problèmes. Les gaz d'échappement sont beaucoup plus chauds sur un moteur essence, donc ce qui permet au FAP de faire ses régénérations beaucoup plus facilement et d'avoir beaucoup moins de problèmes. Et surtout, comme c'est une voiture essence, de faire des petits trajets et ça n'empêchera pas de faire la régénération. Bien sûr, si vous faites 3 km par jour, même avec un essence FAPé, il finira par s'encrasser. Hein. Mais qui c'est qui fait 3 km par jour ? On continue avec quoi ? Je ne l'ai pas ici, c'est la seule chose que je n'ai pas. C'est la vanne EGR. Et pourtant, la vanne EGR, que d'emmerde aussi. La vanne EGR, donc vous le savez, recyclage des gaz d'échappement. Je ne vous la fais pas en anglais. Bon, allez, je vous la fais exhaust gaz recyclation. Ça vous va ? Magnifique accent. Donc, elle a vu le jour aussi. Elle a vu le jour où, la vanne EGR ? En Amérique. Aux États-Unis. Dans les années 70 et en Europe, en 96. Les États-Unis sont toujours à la pointe de la technologie, monsieur. À la pointe de l'antipollution. Ils roulent tous en diesel V6, V8, V10. Mais par contre, on essaye de ne pas polluer. Ça ne foutrait pas un peu de notre gueule, les Américains ? Si. Un peu, depuis longtemps. Et pas que sur les bagnoles. Le but de ce système est de réduire les émissions d'oxyde d'azote. Ces particules encore plus fines que celles qui sont filtrées dans le filtre à particules sont également encore plus nocives pour l'homme. On va mourir, hein. Ah, le cancer nous... Oui, c'est le cancer. Bonjour, vous allez mourir. Ah, lequel ? Pancréas ? Poumon ? De la gorge ? Les pires. Ah, Non, pancréas, pas mal. ah, pancréas, c'est le pire. Le dioxyde d'azote, par exemple, donc le NO2, est 40 fois plus mortel que le monoxyde de carbone. On est 3. Mec, on se met un échappement de voiture et on le respire comme ça. Et on voit en combien de temps tu meurs. On fait celui qui tient le plus longtemps. Ça peut être pas mal. Le principe de la vanne EGR est assez simple. Cette vanne permet de faire recycler les gaz d'échappement dans l'échappement,
et de les remettre dans le moteur pour qu'ils rebrûlent une autre fois. Ainsi, la température de combustion est diminuée, ce qui réduit les taux de NOx rejetés. La quantité de gaz réinjecté dans les cylindres peut varier entre 5 et 40% suivant le régime moteur. Ce système a été rendu obligatoire sur tous les moteurs diesel en 2000. Donc, si vous voulez pas de FAP avant 2010, si vous voulez pas de Vanegère avant 2000. Et on retrouve également de plus en plus sur les moteurs essence aujourd'hui. Cependant, il est bien moins problématique car une essence aura tendance à s'encrasser beaucoup moins, je vous l'ai déjà dit avec le FAP. La Vanegère ne fonctionne qu'à des régimes assez bas et constants. Donc très souvent, elle est ouverte au max, au ralenti. Par contre, les gaz d'échappement qui la traversent peuvent contenir des suies qui s'accumulent sur les parois. Vous avez tous vu, on va vous le mettre en image, des Vanegères où il ne reste plus que ça d'ouvert sur un tuyau gros comme ça, qui sont complètement obstrués. Et au bout d'un moment, forcément, ça devient tellement épais que même le clapet ne peut plus s'ouvrir ou se fermer. Du coup, très souvent, si votre clapet se ferme mal, vous avez de la fumée qui sort, votre voiture fume noire. Ou alors, vous avez aussi la possibilité d'avoir un moteur qui tourne plus rond du tout. Comme si vous aviez un injecteur qui était mort, d'accord ? Donc, quand ça vous arrive, ce genre de choses, la fumée ou le moteur qui broute, ou qui tremble, ou qui est complètement à la ramasse, là, en général, ça va être compliqué de la nettoyer. En général, elle est morte. Donc, il faudra forcément, évidemment, remplacer la Vanegère et le remplacement d'une Vanegère, suivant où elle est postée, parce qu'en plus, il y a les Vanegères à refroidissement liquide sur les Volkswagen notamment, qui sont derrière le moteur, en dessous le collecteur d'échappement, un enfer à changer, qui peuvent fuir, enfin, une catastrophe. Bref, j'allais dire, ils nous font chier, mais bon, c'est pas nouveau. Et puis là, forcément, Vanegère plus main d'œuvre, vous en avez pour presque 1000 balles à changer, je vous le dis. Les conducteurs les plus sujets à ce type de problème sont évidemment ceux qui ont une conduite relativement douce, d'accord, et qui montent jamais dans les tours. Je suis désolé de vous dire, mais si vous voulez pas de problème, que ce soit le FAP, la Vanegère, avec vos diesels, malheureusement, il faut rouler. Et il faut forcément consommer plus, alors que vous avez acheté un diesel pour consommer le moins possible, je sais. C'est compliqué, c'est le serpent qui se mord la queue, mais c'est comme ça, d'accord ? Et l'autre problème aussi possible, c'est que la Vanegère, forcément, comme elle s'encrasse, et qu'elle encrasse tout, le moteur est lui aussi encrassé, les pistons, les injecteurs, les soupapes, tout ça, voilà, pas de solution miracle. Vous pouvez aussi, comme le FAP, supprimer la Vanegère, d'accord ? Mais c'est évidemment totalement illégal. Bien vu l'aveugle. Et on finit peut-être par le pire de tous les systèmes anti-pollution, qui va devenir certainement le pire. Les possesseurs de Peugeot 308 le savent. Il est là. Il est vide. Parce qu'il y en a dans mon X5. De toute façon, le X5, il a tout. AD Blue, FAP, Vanegère, catalyseur. Ah ouais, mon gars, il a tout. Mais bon, pour l'instant, on croise les doigts. Tout va bien. Donc, on parle bien sûr de l'AD Blue. Vous croyez qu'ils ont fait exprès de mettre un bleu ? Et regardez, on va en parler juste après. Vous voyez ce qui tombe là ? Zoomez, Bastien. Vous voyez tout ça là ? Cette petite neige là, et ça c'est de l'AD Blue. Et on va en parler juste après. Vous voyez cette petite neige là ? Tout ça là ? On va en parler juste après. On en parle de plus en plus, je vous l'ai dit, parce que ce système est sous le coup d'une attaque en justice de l'UFC Que Choisir. L'UFC Que Choisir, il nous sauve de temps en temps. Vous connaissez sûrement les moteurs Blue. Blue DC, Blue HD, Blue Efficiency, Blue Motion, etc., etc. On le voit apparaître petit à petit partout, ce Blue, depuis 2014, d'accord ? L'AD Blue a été en fait rendu obligatoire à partir de cette date-là sur tous les moteurs et voitures diesel neufs. Aussi appelé SCR, pour Selective Catalytic Reduction. Ce dispositif sert avant tout, et comme tous les dispositifs, encore et toujours, à réduire les émissions de NOx. Vous savez, celles qui nous... Oui, c'est le cancer. On ne va pas entrer dans les détails chimiques du processus, d'accord, mais je vais vous tenter quand même de vous faire comprendre l'essentiel. L'AD Blue est composé d'eau déminéralisée à 70% environ et d'urée à 30%. C'est un produit de synthèse inventé en 1828 à partir de l'ammoniac. Ammoniac, urée, urine, ammoniac, ça sent l'ammoniac, ça sent la pisse, urée, urine. Vous avez compris où je voulais en venir ? Oui. Voilà. Ce mélange est directement... Alors, n'allez pas pisser dans votre bidon d'AD Blue, Bastien. Il n'y a pas d'AD Blue sur votre Renault Saxo. La Renault Saxo a eu du succès sur la dernière vidéo. Ah ouais ? Ouais, j'ai vu un commentaire. Un commentaire. Parle d'un succès, toi. Succès. Petit succès. Ce mélange est directement relié au catalyseur SCR, donc au catalyseur sur l'échappement, et à un injecteur qui s'occupe de l'introduire. La quantité injectée est gérée évidemment par le calculateur. Une fois l'AD Blue injecté dans le catalyseur SCR, il va chauffer et l'urée va se transformer en ammoniac. C'est cet ammoniac qui va venir intercepter les NOx pour les transformer en azote et en eau.
C'est fou quand même. C'est fou. Le système en lui-même, il est sympa. Comme vous le constatez, c'est un système extrêmement complexe, à base d'électronique, de mécanique et de chimie. Il n'en fallait pas plus pour foutre les constructeurs en PLS. Les risques que l'une de ces choses tombe en panne sont évidemment très élevés. D'après l'UFC Que Choisir, l'AD Blue se dégraderait à partir de 25 degrés. Lorsque la voiture est à l'arrêt, le circuit d'AD Blue contient toujours un petit peu de liquide, forcément sur les parois. C'est pas un truc de voiture, mais c'est pareil. Si la voiture reste pendant longtemps arrêtée, ce liquide va sécher et cristalliser. Ces cristaux vont alors boucher le circuit et empêcher l'AD Blue de parvenir à l'injecteur. Il peut également boucher le trou de mise à l'air du réservoir, voire même déformer le réservoir, qui serait alors à remplacer forcément, moyennant 1000 à 1500 euros. Et du coup, on a ce problème sur les Peugeot, les 308 notamment, où il faut changer le réservoir. Il existe depuis peu des additifs anti-cristallisants. Donc tu payes ton AD Blue, et en plus, il faut mettre des additifs, parce que ceux qui ont créé l'AD Blue, ils n'ont pas mis d'additifs pour empêcher que ça cristallise. Ils se foutraient pas un peu de notre gueule, en vrai entre nous, là. Ils se foutent de notre gueule quand même. Non mais, je veux dire, à un moment donné, faut se rendre à l'évidence, c'est vraiment qu'on est des pigeons, putain. C'est pas possible. Se foutent de notre gueule. Et du coup, cet ajout que vous mettez dedans, que vous payez vous-même, alors que vous achetez un bidon qui devrait l'avoir dedans, ça résout le problème. Mais bon, une fois que le problème est apparu, c'est qu'à ce moment-là que vous vous dites, maintenant je vais acheter du truc anticristallisant, mais c'est après avoir changé le réservoir, forcément. Parce qu'avant, tu le sais pas, parce qu'on te le dit pas, évidemment. Aucune autre solution miracle n'existe pour le moment, d'accord? Donc démerdez-vous avec votre AD Blue. Outre les pannes récurrentes, l'AD Blue présente également deux gros inconvénients. Le premier est que de par sa complexité, le système dans son ensemble ajoute un poids considérable au véhicule. Le deuxième inconvénient, c'est son réservoir d'une vingtaine de litres qu'il faut forcément remplir régulièrement, puisque le SCR consomme entre 1 et 3 litres au 1000 km. En station, ça vous coûtera environ 50 centimes le litre, tandis qu'en bidon de 5 litres, ça vous coûtera 10 à 20 euros. Il faut aussi savoir que le réservoir d'AD Blue prend de la place et réduit donc très souvent la taille du réservoir de carburant. Et oui, déjà qu'on a des tout petits réservoirs maintenant, ils sont de plus en plus petits. Bon, vous l'aurez compris, le meilleur moyen de ne pas être emmerdé par tous ces systèmes d'antipollution, c'est d'acheter une voiture en dessous des années 2000 ou encore une voiture de collection. Parce que là, pas de catalyseur, pas de FAP, pas de vanne EGR, pas de restrictions dans les zones à faible émission, le plaisir automobile à l'état pur. Il existe encore. Sur ce, je vous dis bonnes vacances, parce que nous, on part en vacances. On se casse. Vous êtes déjà parti en vacances une semaine. On en a parlé dans la vidéo d'ailleurs. Mais on part en vacances, donc bonnes vacances pour ceux qui ne sont pas encore en vacances, et pour ceux qui ont déjà été en vacances, tant pis pour vous. Bisous, bisous. Bye bye.